Et si une partie de jeu de rôle se transformait en étude de personnages? Ce one-shot court 1+1, AMJ un joueur, a permis à Maze de s'étendre sur la vie et les sentiments d'Henri Vallon, un homme de 87 ans, ancien agent secret, désormais résident en maison de retraite. Maze apprécie particulièrement le développement de personnages assortis d'émergence, et c'est bien ce qu'on observe ici dans cette partie. Bonne écoute. Henri, tu es assis dans le noir. Un noir absolu, un noir épais, presque palpable, et soudain il y a une lumière blanche intense, insupportable, qui vient éclairer ton visage, elle vient d'en face. Et puis il y a cette voix grave que tu connais bien. Allez, crache le morceau Henri, on n'a pas toute la nuit. Tu sais que tu vas parler de toute façon, ça serait dommage de t'abîmer la tronche, non? Vous êtes qui? Henri, bordel! Il est où, Journaux? Mais de quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous vous trompez de personne. Crache le morceau, tu sais bien que tu vas parler. T'entends un son bizarre sur le côté. Je suis en train de charger ça, tu sais ce que ça signifie, Henri. Mais vous vous trompez, je vous assure. Ça va piquer. Je me tais, je pense que je grelotte. Je me prépare à cette tension qui arrive. On te secoue. Il y a ce bip aussi. Monsieur Vallon. Monsieur Vallon, réveillez-vous. J'ouvre les yeux doucement. Je regarde ce qui apparaît devant moi. Tu es dans ta chambre. Cette douce chambre avec encore une petite pénombre. Tu vois le soleil qui commence à pointer par la fenêtre. Il y a cette ambiance chaleureuse. Le micro-ondes vient de s'éteindre. Tu sens ces effluves de chocolat chaud. Et puis, tu vois cette jeune femme qui est penchée sur toi. Monsieur Vallon, vous allez bien? Vous avez fait un rêve, Monsieur Vallon? Doucement, j'ouvre la bouche. J'ai du mal à articuler quoi que ce soit. J'ai le cœur qui bat la chamade. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dormi, Monsieur Vallon? On est le matin. Il est déjà 9h. C'est l'heure de se lever. Prenez votre petit déjeuner. Regardez, il fait beau aujourd'hui. J'essaie de me relever. Elle t'aide, tu sais, elle te tient le dos, elle t'aide à te mettre sur le bord de ton lit. Merci. Il y a ce fauteuil très confortable qui est juste à côté de ton lit. Et tu sais, tu as cette table à roulettes avec un plateau dessus sur laquelle tu vois du jus de fruits, des viennoiseries, yaourt, de la confiture. Je la regarde, je lui dis est-ce bien sérieux tout ce sucre Puis vous savez bien que je supporte pas le lactose. Ça me donne des maux de ventre. Ah, le lactose, d'accord, Monsieur Vallon, ne vous en faites pas. Je vais vous apporter autre chose. Ne vous en faites pas. Et elle fronce un petit peu les sourcils. Vous n'avez rien à me dire, Monsieur Vallon? Bien, non. Comme quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mademoiselle? Non, mais rien. Tant pis. C'est pas grave. Allez, vous voulez passer à la salle de bain? Peut-être. Je fais votre lit en attendant. Oui. Je me lève doucement. Je prends ma petite canne qui... Non pas que j'en ai besoin vraiment, mais ça me soulage malgré tout. Et avec mes 3 jambes, je me dirige vers la salle de bain. J'ai la tête embrumée. Je repense à ce rêve. J'ai presque eu l'impression de mourir. C'est ces stress post-traumatiques. Je me souviens de ce moment où j'ai été fait prisonnier et on m'interrogeait. Jamais rien lâché. J'ai toujours été un bon patriote. Et je me déshabille et je file sous la douche. J'ai toujours un grand plaisir à sentir cette eau tiède que je finis froide pour essayer de raffermir ma peau qui, avec l'âge, a pris cher. Oui, devant ton miroir en sortant de la douche, en effet, hein, tu vois que cette peau, eh bien, c'est comme si la gravité avait augmenté au fil des années, que ce soit les joues, les oreilles, les poches sous les yeux, les rides sur le front, toute ta peau semble vouloir glisser jusqu'au sol. Certes, je suis vieux, mais pour mon âge, je dirais que je suis quand même en bonne forme. J'ai une mousse à raser fait maison, une sorte de petit savon naturel que je me passe sur les joues et
ce rasoir à l'ancienne. Je me rase précautionneusement, comme toujours. Je suis toujours rasé de manière impeccable. Et je me rince. Je me suis fait une légère coupure, parce que je tremble un peu, malheureusement. Ça m'arrive de plus en plus. Et j'ai un genre d'après-rasage naturel, lui aussi. Et je me regarde, je me vois. Je suis un homme plutôt grand. Avant, j'étais musclé. Aujourd'hui, je suis plutôt mince. J'ai le visage marqué par le poids des années. On voit que j'ai eu un passé douloureux. Et une vie compliquée. Clairement, quand on me regarde, on sent que j'ai vécu. Et je prends mon petit peigne. Je suis quand même pas mal dégarni, mais j'essaye de garder la classe. Je me coiffe généralement en arrière pour avoir je sais pas à quoi ça ressemble, mais bon, enfin, tu vois, une coupe classique, pas trop en arrière, mais j'essaye de que ça ait l'air à peu près potable, et j'essaye un peu de camoufler ce crâne dégarni qui commence de plus en plus. Peut-être avec un peu de gomina, comme dans les années 50, tu sais, ce gel un petit peu qui permet de sculpter un petit peu la chevelure. Ouais, mais par contre, ça va être quelque chose de plutôt écolo. J'essaye de faire attention à tous ces produits de soins. Je sais pas d'où ça me vient. Peut-être que j'ai été influencé par quelqu'un dans ma vie qui m'a fait prendre conscience que l'écologie, malgré mon âge, j'ai cette conscience qui fait que j'essaye de faire attention dans tout ce que je fais à mon petit niveau. Et donc je me regarde comme ça avec mes sourcils fournis en bataille dans le miroir. Je repense à ce rêve, je repense à ma vie qui est un peu compliquée. Est-ce que ton visage est tel qu'il a toujours été, ou est-ce qu'à une époque tu aurais fait de la chirurgie esthétique pour changer ton apparence d'une manière plus ou moins marquée? Je dirais que non. On me l'a peut-être proposé à un moment donné. C'était professionnel parce que on m'avait remarqué dans un moment d'infiltration, dans une mission d'infiltration, et on m'a dit que c'était une option, mais ça m'a jamais intéressé. J'ai toujours aimé rester moi-même, et j'ai refusé. Bon, a priori, ça m'a jamais porté préjudice. Et aujourd'hui, mon visage a tellement changé que je pense pas qu'on puisse me reconnaître physiquement. Je suis ridé, mes joues ont gonflé. Je suis devenu vieux, quoi. La marche du temps, et oui. Peut-être que la seule chose qui me reste, c'est ce regard énigmatique un peu intense qui, aujourd'hui, malgré moi, est parfois vide. J'en ai conscience que j'ai des absences, et que j'ai plus les mêmes capacités, que parfois mon esprit divague, et que je suis plus aussi alerte que dans ma jeunesse. Je sais que c'est la vie, c'est comme ça. Bon, je finis mon brin de toilette, puis je m'habille. Oui. Alors que tu t'habilles, tu peux faire un petit test d'audition. Je sais pas si tu penses que tu es soit normal, soit désavantagé. Ouais, je dirais que je suis pas avantagé, ça c'est sûr. Après, je dirais que je suis normal, étant donné qu'avant j'étais vraiment bon. Aujourd'hui, je suis plus spécialement bon. Donc là, j'additionne les deux, c'est ça? Oui. Ok, ça fait 8. Pas mal. Tu es en train de t'habiller et tu entends comme un espèce de grattement, peut-être. Ça vient de, tu sais, la bouche d'aération de la salle de bain, là où il y a la petite hélice qui tourne pour évacuer l'air humide. Là, la VMC? Ouais. Ok, ben je tourne ma tête, je regarde vers ce bruit. Est-ce que je peux l'atteindre?
Ou Ah est-ce non, que j'ai... c'est peut-être à 2 mètres 30 de haut, quelque chose comme ça. Est-ce que j'aurais un petit escabeau, tu sais, là, ces petits escabeaux de 2-3 étages, pas loin, Ouais, il y en a un pour... pour, il y en a un pour les femmes de chambre qui leur sert pour faire le ménage, oui. Ok, ouais, je le prends, je regarde que la porte soit bien fermée, et je grimpe, je déloque la VMC. Tu peux me faire un test de physique. Donc là, c'est pareil, soit c'est normal ou désavantagé, je sais pas. Ce que tu en penses? Bon, je sais pas, encore une fois, je sais pas, tu veux pas choisir pour moi? Donc, Ouais, je pense que tu es désavantagé malheureusement, hein. Ok, désavantagé. Alors là, ça me fait 6. 6. C'est compliqué de monter, mais tu t'aides. Tu sais, on est dans une salle de bain de maison de retraite. Il y a ces bars qui sont un petit peu partout pour aider les patients, enfin les pensionnaires plutôt, à ne pas tomber, justement, à se mouvoir, à s'accrocher. Donc tu te tires un petit peu, tes bras ils sont encore bien vaillants, les jambes peut-être un peu moins, et tu arrives à grimper difficilement. Et le temps que tu arrives au niveau de ces grilles, tu n'entends plus les grattements. Tu la retires, c'est noir là-dedans. Il y a peut-être un petit peu de poussière, toile d'araignée. Est-ce que j'aurais une genre de petite lampe quelque part, ou alors peut-être une lampe que je pourrais diriger vers la VMC pour essayer de voir ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur? Dans ta table de nuit, tu as sans doute ça. Tu as pas mal de choses dans ta table de nuit et il doit y avoir une lampe, ouais. Ok, bon, bah, je la referme pour l'instant. Je redescends précautionneusement en me tenant à cette barre pour les handicapés un peu, ou pour les personnes âgées. Et je replace tout. Je me lave les mains. Je finis d'enfiler ce pull de maille sombre. Genre un genre de pantalon de velours. Et bon, j'ai mis des chaussettes classiques. Et je sors. euh, je, et je regarde si la dame est toujours là, ou... Elle est là. Il semblerait qu'elle t'attende. Elle est juste devant la baie vitrée, la fenêtre, qui donne sur le parc, d'ailleurs, le parc de la maison de retraite. Ah, monsieur Vallon, dites donc, vous en avez mis du temps, tout va bien? Oui, tout va bien, mademoiselle. Tu sais qu'elle s'appelle Linda, cette jeune dame. Tout va bien, Linda. Merci beaucoup de m'avoir réveillé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais mis mon réveil, mais j'étais perdu dans mes rêves, et heureusement que vous êtes là. Ça nous arrive à tous, monsieur Vallon, ne vous en faites pas. En tout cas, votre petit déjeuner est prêt, profitez. Et pour la suite, n'hésitez pas à appeler. Elle te fait signe, tu sais, vers cette petite télécommande où il y a un bouton d'appel si tu désires que quelqu'un vienne te voir de quoi tu as besoin. Ou sinon, vous pouvez rejoindre les autres pensionnaires dans la salle commune, au fond du couloir, au rez-de-chaussée. Merci, mademoiselle. Je vais peut-être aller déjeuner dehors, là-bas, dans le parc, là, sur le banc que j'aime bien. Mais dans ce cas-là, il faut que j'emmène votre plateau, monsieur Vallon. Vous n'allez pas arriver à l'emmener tout seul? Oh, je vais manger ici, et je prendrai un petit fruit que je mangerai là-bas. Vous embêtez pas. D'accord, je vous ai enlevé le yaourt. Je vous ai mis des fruits à la place, justement. Merci beaucoup. Je m'assois dans mon fauteuil, je me vautre, j'attends qu'elle parte. Je prends un petit raisin pour lui montrer que tout va bien, tout est bon, qu'elle peut y aller. Je lui fais un petit sourire, pas aussi marqué qu'à l'époque, mais j'étais un charmeur dans le temps, c'est vrai. Je me le dis. Dès qu'elle part, je fouille dans ma table de nuit, je prends ma petite lampe torche, et je retourne dans la salle de bain. Ouais, tu prends ta lampe torche dans ta table de nuit. Au passage, tu déranges un petit peu les objets. Il y a tes petits carnets, le noir et puis les autres. Il y a ta Légion d'honneur qui est là dans son écrin. Et puis, tu récupères la lampe torche. Ah, voilà, je la teste. Tu vois, ça doit être probablement tu la tournes comme ça pour l'enclencher. Je vérifie qu'elle marche bien.
Je l'allume et je me dirige dans la salle de bain. Du coup, je redéploie le petit escabeau. Je le bouge bien en m'assurant qu'il est bien fixé. Je m'agrippe à la barre et je remonte précautionneusement. Je redéclipe la VMC et j'éclaire à l'intérieur. Ce long conduit qui est circulaire, qui doit faire 15 cm de diamètre, et tu vois des embranchements sur les côtés, au-dessus aussi, en dessous aussi, et ça éclaire sur peut-être 7-8 mètres, pas plus. Ta lampe torche qui est quand même pas mal, et rien. Des toiles d'araignée, de la saleté, ça c'est sûr, mais tu vois rien, et tu entends plus ce bruit. D'accord, bon un peu déçu, peut-être au fond de moi, j'espérais revivre une aventure comme dans ma jeunesse. Peut-être que j'espérais qu'on m'espionne ou je ne sais pas quoi. En tout cas, je referme tout ça, je redescends toujours précautionneusement. Je me lave les mains, j'éteins ma lampe avant, je la glisse dans ma poche, je me lave les mains, je vais finir de manger. En pensant à tout ça, je range ma lampe à nouveau dans ma table de nuit. Et quand il me reste plus qu'une petite coupe de fruits, je me lève. Je prends un moment pour regarder le jardin, voir ce qu'il y a. Et pour tester le temps, voir si je me couvre un peu ou pas. Eh bien, tu vois, en effet, le parc, ouais, c'est entre un jardin et un parc, c'est pas immense non plus. Le parc attenant à la maison de retraite, qui est fermé par des murs par de la meulière, tu sais, ces murs en pierre un petit peu jaunâtre, assez anciens, du lierre par-ci par-là. Le parc est arboré, il y a des fontaines, des bancs, il est vraiment magnifique. Et puis tu vois, au-delà de votre parc, du parc de la maison de retraite, la rue principale, une avenue, elle est assez large, et au-delà, c'est le parc de Sceaux. Tu es juste à côté du parc de Sceaux. C'est une maison de retraite qui est assez cossue, hein. Vous n'êtes pas dans un quartier miséreux, ce n'est pas un EHPAD où on entasse les vieux qui meurent dans l'oubli total des soignants. On est vraiment dans un endroit qui est quand même assez privilégié. Et tu entends au loin un hélicoptère qui se dirige sans doute vers Meudon, tu sais, vers l'héliport, au nord-ouest de ta position, à peut-être 7 ou 8 kilomètres. Et le bruit de ces pales dans l'air, ça te ramène dans le passé. Tu es à genoux. Tu es à genoux dans un hélicoptère, sur le plancher de l'hélicoptère, ça vibre autour de toi. Tu sais que c'est un Sikorsky, un H-34A. C'est un de ces appareils de l'armée française en Algérie, en 1962. Et t'es en train de tenir fermement un type. Il a un profil algérien. Et même si tu le tiens, de toute façon, il pourrait pas aller bien loin. Ses deux pieds sont pris dans un bloc de béton. À ta droite, il y a un homme, un colonel. Tu te souviens plus de son nom. Et il est en train de te faire signe, de le pousser. L'Algérien, il te regarde de ses grands yeux noirs. Tu vois qu'il parle, mais t'entends pas ce qu'il dit. Toi, tu as le casque sur les oreilles. Il a l'air implorant. Je me souviens plus du tout de cette scène, mis à part du contexte de qui est cet homme. Tu es en service dans l'armée française, tu es tout jeune, et tu sais que la France a déjà décidé de quitter l'Algérie. Tu sais que tout est terminé déjà, et tu sais que pour autant, il se passe encore ce genre de choses. J'ai un moment d'hésitation. Je regarde mon colonel et je le jette par-dessus bord. Tu pousses l'homme. Qu'est-ce que tu ressens ? Je le regarde tomber et je détourne le regard. À un moment, je ressens peut-être de la pitié, de la compassion. Je me dis que je fais ça pour mon pays et que les décisionnaires ont leur raison et que je me force à croire que je suis dans le camp des gentils. Même si au fond de moi, j'en suis pas si sûr que ça. Et je me relève, je regarde mon colonel, c'est ça ou... Oui. Il te fait un signe, tu sais, pouce vers le haut, et t'as un autre type qui te met une grande claque dans le dos, par derrière.
Ils sont tous sourires, ils sont hilares même, ils se marrent autour de toi. Je souris jaune et je, je feins d'être content, d'être dans leur délire, alors qu'en réalité, j'ai un goût amer dans la bouche. Le bruit de cet hélicoptère s'estompe. Tu es de nouveau dans ta chambre, sur le balcon. Le parc est en dessous de toi, il fait bon. Sans doute que tu n'auras pas besoin de mettre de parka aujourd'hui. Eh bien, je rentre, je ferme la fenêtre, la porte du balcon. Je range tout bien. Je suis assez maniaque. Tout doit être carré. Je fais bien mon lit. Ah, Linda l'a fait déjà. Ah oui, Linda l'a fait, c'est vrai. Mais elle l'a pas si bien fait que ça. Du coup, je repasse derrière quand même. Hein. Parce qu'elle est bien gentille, Linda, mais bon. Du coup, bon. Elle est quand même assez efficace. Mais j'avais remarqué quelques petits plis, notamment sur l'oreiller et tout. Et donc, après tout ça, je prends ma petite coupe de fruits. Que je mets ça dans un genre de sac à fruits que j'utilise, qui est pas un sac en plastique, toujours dans cette idée d'écolo. J'ai un petit sac en tissu, tu sais, un peu comme les sacs, je saurais même pas ce que c'est cette matière là, mais que tu peux avoir à Auchan. Souvent ils te vendent des sacs en papier ou des espèces de sacs en tissu là, réutilisables, que tu peux laver. Je mets mes fruits dedans. Je prends un petit livre, ce livre de poésie que j'aime bien lire, de poésie arabe, et je ferme, je sors de ma petite chambre et je ferme la porte et je me dirige vers l'escalier, même s'il y a un ascenseur évidemment, mais je me force à prendre les escaliers tant que je le peux encore. Je pense que ça m'a été bénéfique d'essayer de faire un maximum de sport. Enfin, si on peut appeler ça du sport, en tout cas, d'essayer d'être un minimum actif. J'ai toujours ma canne malgré tout, mais je l'utilise pas tout le temps. J'utilise vraiment quand je suis... je peux pas faire autrement. Bon, en revanche, j'utilise la rampe, donc je descends comme je peux. Juste avant d'arriver à ces escaliers, tu as dû contourner Michel. Michel, c'est le type qui fait l'entretien dans la maison de retraite. Il est jugé sur un escabeau qui prend une bonne moitié du couloir, voire un petit peu plus. Et il est en train de bricoler des trucs au niveau du plafond. Mais je le regarde, donc, je m'arrête devant lui, je lève les yeux au ciel. Michel, comment ça va aujourd'hui ? Ah, Monsieur Vallon-Henri, ça va bien, moi, et vous ? C'est à vous qu'il faut demander ça. Oh, vous savez, ça moi, va. Hein. J'ai la santé, le travail c'est la santé, vous savez bien, vous le savez, vous qui avez travaillé plus que de raison toute votre vie. En tout cas, moi ça va bien aujourd'hui. Un réveil un peu brusque, mais... Ouais, vous êtes rayonnant. Je vous retourne le compliment. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. Eh bien, bien sûr, on se recroisera. Bonne journée à vous. Je reprends ma route vers les escaliers. Très bien, tu arrives en effet aux escaliers qui te permettent de monter au deuxième. Il y a premier, deuxième, troisième. Oui, il y a 3 étages en plus du rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée plus 3 étages dans cette maison de retraite. Ce sont de vieux bâtiments. Tu penses que ça doit dater du début des années 1900. C'est vraiment ces espèces de vieux châteaux style Trianon, ce genre de choses qui ont été réhabilités. Et ne serait-ce que les couloirs, c'est vraiment joli, quoi. Tu as ces moulures de magnifiques plaintes, des carrelages assez particuliers en damier, les belles portes vitrées sur le côté. C'est vraiment un bel endroit. Je suis assez fier de là où je vis. Il fait plutôt bon vivre. Et effectivement, je sais que par rapport à d'autres amis avec qui je suis encore en contact, qui ont été dans des maisons de retraite
voilà, un peu plus discutable en termes de confort, de propreté. Je sais que j'ai la chance d'être dans un cadre plutôt cool. Et personnel et assez bienveillant, assez gentil. Et les autres pensionnaires, sympas aussi. J'ai des amis, on pourrait même dire que c'est des amis maintenant. Et on a des activités plutôt sympathiques entre nous. On joue aux cartes, on se fait des jeux de société, on joue au Scrabble, on se raconte des histoires. Bon, évidemment, je peux pas tout leur dire. Ils connaissent pas ma vie passée qui est classifiée forcément, mais en tout cas, en descendant, je me rends compte de la chance que j'ai d'être ici. Et j'arrive dans le jardin. Je balaye le jardin du regard qui est attenant au parc de Sceaux. Et, je m'avance vers ce banc à une centaine de mètres qui est à côté d'un seul pleureur. Un endroit où j'aime bien lire et regarder ce qui se passe. J'ai toujours cette intuition ou ce réflexe d'observer les gens, tout ce qui se passe. Et je me pose là. Justement, tu es en train d'aller vers ton banc favori, juste à l'ombre de ce saule pleureur. Alors, tu observes un petit peu à gauche, à droite. Tu sais, tu as le bruit de la rue aussi qui est quand même passante. Et, et tu as ce banc en ligne de mire et paf, il y a quelqu'un qui te bouscule. Tu percutes ton épaule contre l'épaule d'un autre homme. Il y a un homme en costume qui est là, un costume sombre, chemise blanche, cravate. Il se tourne vers toi, il est plus petit que toi, il a les cheveux blancs très clairsemés, un air sévère, des lunettes, tu sais, rectangulaires. Un homme de mon âge ou beaucoup plus jeune? Je disais, il est beaucoup plus jeune, il doit avoir 85 ans. D'accord. Je le connais ou pas du tout cet homme? Euh, oui, tu le connais, bien sûr, c'est François Plessis, un entrepreneur, enfin un ancien entrepreneur, il est à la retraite, bien sûr. Et il te regarde, qu'est-ce que vous faites, Vallon, encore? Je lui souris, pardon. Bien joué. Encore en train d'errer dans le parc? Faites attention à ce que vous faites quand même. GG, s'il vous plaît, pour le bien de Oui, oui. tous. Oui, je vais faire attention, François. Bonne journée. Monsieur Plessis, s'il vous plaît. Oui, évidemment, monsieur Plessis. Ouais, c'est ça. Alors, bonne journée. J'ai un coup de fil à passer. Les affaires, vous comprenez? Enfin, non, vous ne comprenez pas, mais bon. À bientôt, Monsieur Vallon. À bientôt. Je me, je me redresse. Il m'a un peu percuté. Je m'y attendais pas, là. Moi qui observe tout, il est sorti de nulle part, là. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Il y a d'ailleurs plusieurs pensionnaires qui se sont plaints de lui. Bon, moi, voilà, je sais qu'il perd la boule. Je lui en veux pas vraiment. Il n'a pas la chance d'avoir un mental d'acier comme le mien. Et je me dirige vers mon banc, mon seul pleureur, mon petit sac de fruits à la main et mon livre dans l'autre. Et je m'assois. Je prends une grande respiration d'air frais. Et je regarde autour de moi. Je vois ces gens que j'observe. Je vois que certains reçoivent leur famille. Et j'ai un petit moment de mélancolie parce que moi, je n'ai pas de famille. J'ai eu quelques femmes dans ma vie, mais en réalité, je n'ai jamais rien voulu construire. Et c'était plutôt pour les apparences, ces femmes, même si bon, je me suis bien amusé, je les ai, euh, je les ai bien aimées, mais rien d'aussi passionnel qu'avec Layla. Et depuis elle, mon cœur n'a jamais reconnu tout ça. Est-ce qu'il y a des regrets par rapport à ça ou? Ah, évidemment, il y a des regrets. Il y a des regrets, mais en même temps, j'ai fait ça pour elle.
Je voulais qu'elle puisse avoir une vie normale. Je sais très bien qu'avec moi, ça aurait été très compliqué. Je voulais pas lui voler ça. Donc c'est à la fois par amour, mais je, je rêve des fois qu'à la place de m'être fait exfiltrer, qu'on se soit enfuis tous les deux, aller vivre quelque part et tout plaquer. Mais à la fois j'étais patriote et j'ai fait ça pour mon pays. Je le regrette pas vraiment non plus, c'est difficile. C'est un choix que j'ai fait et j'imagine comment ma vie aurait pu être si j'avais fait un autre choix. Et justement, tu repenses à Leïla et tu y es de nouveau, à la résidence des Pins. Il y a une foule autour de toi, des dignitaires, il y a l'ambassadeur, il y a des fonctionnaires, des hommes d'affaires, des femmes en robes, toutes plus magnifiques les unes que les autres. Et puis il y a elle, grande, plus brune que la plus noire des nuits, de grands yeux aux cils démesurés, des yeux qu'on dirait sortis d'un conte des mille et une nuits, et sa silhouette à peine drapée par une robe rouge qui ne semble rien peser. À quoi tu ressembles, toi, à ce moment? Ah bon, j'étais beau gosse à cette époque. J'avais cette petite moustache bien coupée, cette coupe toujours coupée en arrière. Bon, j'étais bien moins dégarni qu'aujourd'hui. J'avais j'étais un brin ténébreux. J'avais toujours ce regard intense et énigmatique et toujours à l'affût. Et quand je l'ai vu, il y a quelque chose qui a explosé en moi. J'ai su qu'il allait se passer quelque chose avec elle. Je la voyais discuter avec ses dignitaires. Et d'ailleurs, je savais qui c'était, mais je ne connaissais pas son visage. Et en furetant à côté, j'ai entendu son nom. Et c'est là que je l'ai plus quitté des yeux toute la soirée. L'air de rien, je faisais ça discrètement pour pas avoir l'air de quelqu'un de lourd ou quoi que ce soit. Il semblerait que malgré tout, elle ait remarqué que tu l'observais. Et au milieu de la soirée, alors que les musiques s'échauffaient un petit peu, que l'ambiance changeait un petit peu, tu as remarqué qu'elle était en haut de cet escalier et qu'elle a plongé son regard dans le tien. Et Leïla, c'était une journaliste qui écrivait pour L'Orient le Jour, qui était correspondante officieuse pour certains journaux français. C'est justement là que j'avais déjà lu certains de ses articles, mais j'avais beaucoup aimé sa plume et son franc-parler. C'était un peu une avant-gardiste dans ses articles. Et j'aimais beaucoup sa ligne éditoriale et sa façon de dénoncer subtilement des injustices. Et peut-être que j'enviais aussi sa liberté. Que moi je n'avais pas, même si j'aurais voulu parfois dire des choses, faire des choses, mais j'étais muselé en quelque sorte, et un soldat obligé d'obéir aux ordres. Mais c'est peut-être ça qui m'a aussi plu, mais c'est assez difficile de... Enfin, c'est plutôt assez étrange de dire ça, mais j'ai l'impression que j'étais déjà tombé sous son charme avant même de l'avoir vue. Je pense que quand je l'ai vue et que j'ai appris son nom, elle était encore plus belle que tout ce que j'avais pu imaginer. Et peut-être que j'avais quelque chose d'un peu sapiosexuel et que j'étais tombé amoureux d'elle juste pour son intelligence que j'avais su décrypter dans ses lignes. Et je pense que je la regarde et je lui fais un signe, peut-être inconscient, de me rejoindre si elle en a envie, sans être trop lourd, mais un petit sourire. Et je me dirige au bar en espérant qu'elle me suive. Et en effet, du coin de l'œil, tu vois que sa silhouette drapée de rouge s'approche d'une démarche nonchalante et en même temps très directe. Tu vois qu'elle sait exactement où elle va et qu'en même temps elle donne l'impression d'être un petit peu floue comme ça, éthérée. Avant qu'elle arrive, j'avais repéré ce qu'elle buvait pendant la soirée et je commande ce qu'elle boit.
Et moi, je prends juste un thé à la menthe, bien sucré. Elle arrive à 1 mètre de toi et elle te regarde. Et je décale le verre et je me tourne vers elle. Je lui souris. Elle plonge dans ses grands yeux avec ses cils immenses et ce sourire s'évanouit. Tu es sur ton banc dans le parc. Ton sac en tissu avec les fruits est au sol devant toi. Ton livre est posé à ta gauche. Le sac a dû tomber. Hmm. Ouais, je le ramasse en me disant que j'ai dû encore avoir une absence. J'épluche une clémentine, je prends un quartier, puis je fouille dans mon livre pour retrouver cette photo de Layla. Tu fouilles dans ton livre, tu vois que il y a un papier qui a été glissé. Un papier qui y était pas, tu pourrais le jurer. Eh bien, je le lis. C'est une feuille pliée en quatre, une feuille qui pourrait être tirée d'un carnet, tu sais, ces carnets à petits carreaux là, format B5, un demi à 4, et la feuille a été pliée en 4, tu la déplies, et quelqu'un a griffonné dessus, rendez-vous 14 heures sur le banc près de la fontaine principale. Et c'est juste signé d'un J avec un point. Je regarde l'heure Il est 10h45 à peu près, presque 11h. et je regarde autour de moi, voir s'il y a un indice de qui aurait pu glisser ça ici. Bah, tu vois approcher une. Alors, tu vois quelques pensionnaires hein, qui sont là. Certains sont assis sur d'autres bancs. Il y en a qui se promènent assez douloureusement. Euh, et par contre, tu vois approcher une dame en fauteuil roulant, un fauteuil roulant électrique. Elle se dirige, on pourrait dire presque droit vers toi. Ouais, je la fixe, je me tiens droit. Est-ce que je la reconnais, cette dame? Non, elle te dit rien, son visage te dit rien, son fauteuil roulant non plus. Elle a un plaid qui est posé sur ses cuisses et puis tu vois qui déborde jusqu'à ses pieds. Hmm. Elle est en chemisier, en haut, elle est plutôt un peu rondouillette, on peut dire, avec des lunettes et une espèce de choucroute sur la tête. En la regardant, je réfléchis. Est-ce que il y a des gens que je connais ici qui ont un nom qui commence par J? Joël, Jenny? Hmm. Non, j'ai. Tu réfléchis, t'essayes de passer en revue les gens et cette dame est arrivée en fauteuil roulant juste devant toi. Bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur Vallon, c'est ça? Effectivement. À qui ai-je l'honneur? Ah, enchanté, elle te tend la main, une petite main. Tu vois que sa main est déformée, sans doute par une arthrite rhumatisante. Là, je lui tends la main. Enchanté. Elle te la serre, mais tu sais, sans serrer vraiment, juste en te touchant la main et tu vois qu'elle n'a pas vraiment un contrôle très facile de ses doigts. Je suis nouvelle ici, Élise Gentil, et on m'a dit que vous étiez Monsieur Vallon, que vous avez eu une vie incroyable. Euh, j'adore écouter les gens parler et je me disais qu'on pourrait sympathiser peut-être. Alors, qu'est-ce que moi j'ai raconté de ma vie à ces gens, étant donné que j'imagine que la grande partie de ma vie doit être classifiée, et je leur ai dit quoi, moi? Bah, à toi de dire ce que tu as laissé fuiter ou pas, ou si tu as parlé d'une couverture, ou... Non, peut-être que je suis un militaire, mais normal. Je peux peut-être parler de ça. Et peut-être que après l'armée, j'ai peut-être officiellement été un genre de reporter sans frontières, photographe, et que je suis peut-être un peu connu pour ça, pour certaines photos. Tu as dit que vous aviez passé beaucoup de temps au Moyen-Orient. J'aurais adoré voyager dans ces pays, Irak, Iran, Liban, Libye. Vous connaissez bien? Bien, un petit peu. J'ai fait quelques reportages là-bas. Et quand j'étais plus jeune, j'ai été militaire
pas mal de ces pays. Si vous voulez, je peux vous raconter quelques petites histoires. On dit que les femmes de ces pays sont magnifiques. C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ferme les yeux quand je dis ça. J'ai probablement une image de Layla qui apparaît dans, dans- dans ma tête. Et je réouvre les yeux, je lui dis oui, 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 c'est la pure vérité. Vous savez, je me souviens de mon enfance quand j'avais peut-être 5 ans, 6 ans. Euh, Ça fait partie de mes premiers souvenirs. Ma maman me lisait les contes des mille et une nuits. Et vous savez, ces histoires de caravanes, de dromadaires qui traversaient des déserts, et ces femmes, ces harems, avec ces femmes magnifiques, drapées de soieries, de colliers, de bijoux magnifiques, et le henné, ces odeurs, ces épices. J'aurais tellement aimé découvrir cette ambiance, cette atmosphère. Eh bien, je peux vous en parler un peu. Ce que je peux vous faire découvrir, c'est le thé, le thé du Moyen-Orient. C'est toute une technique que je connais bien. Et j'ai du thé, j'ai tous les ustensiles pour vous faire un bon thé. Alors par contre, c'est très sucré, hein, en général. Je sais pas si vous avez droit au sucre. Moi, je sais que je n'ai Ah, plus trop droit au sucre, malheureusement. Mais je peux éventuellement essayer de faire une version sans sucre. Ça sera un peu différent, ça sera un peu fort, mais si vous voulez goûter ça, vous aurez au moins ces sensations. avec grand plaisir, mais en effet, sans sucre, parce que c'est déconseillé par rapport à... Et elle te montre sa main, vous savez, on, on a l'âge de ses artères, comme on dit. Oh, m'en parlez pas. Ouais, c'est Oui, sûr que... vous avez l'air en pleine forme, monsieur Vallon. Ah, faut pas se fier aux apparences, hein. J'ai... Et je fais mon âge. Et j'ai tous les problèmes qui vont avec. Croyez-moi. Enfin, faut pas se laisser abattre. Bien sûr, en tout cas, je suis vraiment heureuse d'être ici, ça a l'air vraiment d'être un bel endroit. On, on a de la chance d'être ici, et elle te Ouais, tapote le bras. ouais, c'est vrai, vous avez raison, hein. C'est ce que je me disais ce matin encore. Parce que j'ai d'autres amis qui sont dans des endroits un peu plus lugubres, hein. Nous, au moins, le personnel est bienveillant, le cadre est magnifique, on mange bien, on s'occupe bien de nous. Et c'est pas donné à tout le monde, c'est vrai. Non, ne m'en parlez pas. Je viens de l'hôpital et j'y ai passé un mois et demi horrible, affreux. Et ça me fait du bien d'être ici. En tout cas, contente d'avoir fait votre connaissance et j'espère qu'on pourra passer un petit peu de temps ensemble. Donc, pareillement, pareillement. Moi, je suis à la chambre, je lui donne mon numéro de chambre, je sais pas, on va dire c'est le Ta chambre, c'est la 108. chambre 108. Et vous? Mais vous me donnez déjà un rendez-vous, monsieur Vallon. Vous êtes un sacré Oh, bout en train. vous savez, c'est fini tout ça pour moi, évidemment, mais c'est plus pour rester en contact. C'est plus simple. Si vous voulez prendre le thé, ça sera plus pratique de savoir où est ma chambre. D'accord, d'accord. On m'a installé en chambre 8. 8, très bien, je vois où c'est. Tu peux me faire un petit test de mémoire? Je pense qu'un désavantage s'impose. Ok. Alors 5. 5. Chambre 8, ça te dit quelque chose? Tu connais la personne qui y vit, normalement. Mais c'est pas elle, c'est pas cette dame. C'est bizarre. Vous êtes là depuis combien de temps? Vous m'avez dit? Je suis arrivé hier après-midi. C'est Hier mon fils après-midi. qui m'a amené. D'accord. Et vous êtes toute seule dans votre chambre? Ah ben oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, bien sûr. Non, parce que je me demandais s'il n'y avait pas des gens qui vivaient à deux dans leur chambre, en Oh, coloc ou... ce serait inconvenant, monsieur Vallon, quand même. Ah bah, vous savez, hein, je crois qu'il y en a qui ont des chambres en coloc, hein, qui aiment bien vivre ensemble. Mais parce que je sais pas, mais j'ai comme un... Vous savez, je perds un peu la tête parfois. J'ai des petits trous de mémoire et j'ai une sensation d'avoir déjà été dans votre chambre. Mais je me souviens pas. Enfin, Pas c'est sûr avec que... moi, en tout cas, hein, je vous le garantis. Eh oui, oui, je sais bien. C'est pour ça que je me demandais... est-ce que vous savez qui était là avant vous? Ah, monsieur Vallon, non,
Non, non. Je ne sais pas, on m'y a installé hier et je dois dire que... Mais oui, vous avez raison, j'imagine qu'il y avait quelqu'un avant que vous connaissiez peut-être. C'est... Et que je prends sa place. Peut-être, mais... Enfin, Elle baisse la tête, elle a l'air attristée, soudainement. quand je vois ça, je me dis, oh, vous inquiétez pas, à notre âge, c'est bien normal de partir un jour. C'est... Ah, je nous souhaite de partager encore de longs moments ensemble, Monsieur Vallon. Ça me ferait plaisir que vous parliez de ces personnes que vous avez connues. Peut-être que vous me confierez un secret ou deux et elle te donne un petit coup de coude. Ah oui, oui, je vous raconterai des histoires palpitantes. Et je vous servirai un bon petit thé. Je m'en réjouis d'avance. Eh bien, je vous dis à bientôt. Peut-être qu'on se verra au réfectoire. Au restaurant, vous voulez dire? Nous ne sommes pas n'importe où, Monsieur Vallon. Oui, oui, au restaurant. On a un restaurant carrément. Oui, vous appelez ça le restaurant. C'est un réfectoire de bonne facture, on va dire. Ok. Et moi, je lui souris, je lui dis oui, le restaurant, c'est vrai. Et elle fait faire demi-tour à son fauteuil et elle commence à s'éloigner dans cette allée centrale. Donc je reprends un quartier de clémentine ou de mandarine que je mâche lentement en savourant. Et je re-regarde à nouveau ce message 14h30 J, c'est ça, hein? Oui, J. J'essaye à nouveau de me souvenir s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait cette initiale. Tu peux refaire un petit test de mémoire, toujours avec des avantages de ce fait. 3. Tu passes, tu sais pas combien de temps exactement, et d'ailleurs tu t'ébroues un petit peu. Peut-être que tu t'es un peu assoupi pendant ta réflexion, pendant ton investigation de ta mémoire. Euh, J, tu crois que la fille qui est à l'entrée, à l'accueil dans le hall, elle s'appelle Jessica. Ouais. Une jeune, j'imagine. Elle doit avoir 28 ans peut-être, oui. Ouais. Eh ben, je vais quand même y aller, hein. Étant donné que c'est ma seule piste, je me dis... Bon, peut-être, hein, après tout. Je me lève avec ma petite canne que je n'utilise pas, hein, mais Un peu ankylosée, hein. elle est là. Ah bon, alors je l'utilise peut-être. Alors, étant donné qu'effectivement je viens de me lever, je suis peut-être un peu dans le coltard. Je reprends mes affaires, je me remets bien. Oui, je me dirige vers l'accueil. Tu diriges vers l'accueil. Donc tu te diriges vers l'entrée principale du parc, enfin le sas principal, et qui mène dans le grand couloir où il y a les ascenseurs. Sur la gauche, le parti restaurant et la salle commune. Et puis le hall est juste derrière. Et tu vois qu'il y a pas mal de monde qui sont déjà rassemblés au restaurant. Il doit pas être loin de 11h30. Ok, je guette l'heure toujours en pensant à ce rendez-vous étrange. Ouais, c'est ça, il est 11h27. Tu vas jusqu'au hall d'entrée. Tu sais, il y a cette espèce de porte tambour à l'entrée. Tu sais, les portes qui pivotent là sur elles-mêmes. Il y a quelques plantes vertes, une machine à café, un aquarium, et puis le comptoir avec Jessica qui est là. Petite jeune, les cheveux décoloris. Je sais pas si ça te plaît tellement, tu sais, elle a des cheveux un peu bleutés. Elle a des boucles d'oreilles, elle a un piercing aussi au nez. Elle a l'air vraiment très moderne, jeune fille. Je dis Jacqueline. Monsieur Vallon? Non, c'est Jessica, Monsieur Vallon. Vous savez bien, vous m'appelez Jacqueline à chaque fois, mais c'est Jessica, moi. Regardez, elle a une petite étiquette, tu sais, sur la poitrine avec Jessica. Vous m'avez envoyé un message, non? Ah ben bien sûr, Monsieur Vallon, pour ce soir, vous voulez sortir avec moi? Oh bah, vous savez, vous êtes un peu jeune pour moi. Ça a arrêté il y a quelques années. J'aurais dit oui, hein. À notre époque, on ne se formalise plus de ce genre de choses, Monsieur Vallon. Oh non, vous savez, mademoiselle, vous devriez vous trouver un petit jeune homme qui pourra prendre soin de vous et qui aura du temps à vivre. Je rigole, Monsieur Vallon, c'était une plaisanterie, voyons. Allez, il faut rigoler un petit peu. Oui, oui. Si on rigole plus à votre âge, quand est-ce qu'on va rigoler? Bah, à votre âge.
Je lui dis ça en souriant pour faire une espèce de blague un peu pourrie. Bon, alors, qu'est-ce que vous vouliez sérieusement, monsieur Vallon? Mais je me demandais si vous m'aviez pas envoyé un message, un vrai message. Un message? Oui, un message, une espèce de rendez-vous. Non, ça vous dit rien? Ben non, 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 non. Un message? Non, mais Vous voulez dire un message codé comme le font les agents secrets? bah, peut-être, mais c'est pas vous en tout cas. Non, j'en suis désolé, ça m'aurait vraiment plu. J'ai pas tellement le temps, ceci dit. Il y a beaucoup de travail ici. D'accord. Et dites-moi, est-ce que vous pourriez me dire s'il y a d'autres personnes qui ont un prénom qui commencerait par J dans la résidence? C'est une Ouais. plaisanterie ou Non, non, je suis très sérieux, mademoiselle. vous êtes sérieux? Par J? J. Ou peut-être un surnom, mais bon, partons sur les prénoms. J'imagine que vous ne connaissez pas forcément les surnoms de tout le monde, mais visiblement, je crois qu'il y a quelqu'un qui cherche à me contacter qui aurait un prénom qui commence par J. Vous avez les Mystérieux, noms tout de ça. tout le monde. Oui, bien sûr. Attendez, je vais regarder ça. Vous me tiendrez au courant, hein, monsieur Vallon. Je veux absolument tout savoir. Évidemment, Jacqueline. Jessica. Ah oui, s'il vous plaît, quand même. Alors, attendez. Et elle commence à pianoter sur son ordinateur. Oui, il y a Jacques. Non, pardon. Non. Judith. Judith. Chambre 37, Judith. Vous voyez Judith? Ça me dit quelque chose ou pas? Oui, ça divague. Fais-moi un petit test de mémoire de nouveau. Avec toujours des avantages. Alors, 7. C'est un peu mieux. 7. Judith, ça dit vaguement quelque chose. Ouais, c'est une femme qui est assez jeune, mais qui est assez handicapée, que t'aimes pas trop. Elle est toujours en train de râler. Par contre, quand elle a dit Jacques, t'as fait la connexion. Jacques, il était en chambre 8. C'est lui qui était en chambre 8. D'accord, et du coup, je lui dis Jacques de la chambre 8? Oui, monsieur Vallon, mais vous savez qu'il nous a quittés il y a 5 jours. Du coup, elle voit sur mon visage que j'ai un moment d'égarement, de tristesse peut-être, même si je me souviens à peine de cet homme. Est-ce que j'aurais pas d'ailleurs à ce moment-là un souvenir avec lui, parce que j'ai la sensation que je le connais, même si je m'en souviens pas. Jacques Chabreau, il était inspecteur de police. Il travaillait à Paris dans les affaires internes. Tu sais, c'est ce service de la police qui audite, si on peut dire, les autres policiers. D'accord. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, vous savez quoi, elle fait signe vers sa poitrine, le cœur. Je crois qu'il avait 91 ans, monsieur Chabreau. Très gentil. Oui. Oh, c'est triste tout ça. Oui, mais il faut pas y penser, monsieur Vallon. Vous, ça va bien, hein? Vous allez très bien. Et puis en plus, c'est l'heure du déjeuner. Vous devriez en profiter. Je crois qu'il y a des noix de Saint-Jacques de midi. Mais je crois que je lui avais prêté un livre et je me demandais si je pourrais le récupérer. Eh bien, oui, je pense que c'est... Oui, bien sûr, ça va être possible. Vous souvenez de quel livre? Il y a tous les cartons qui sont derrière, là. Elle te fait signe vers une salle qui est derrière le comptoir. Une salle qui est sombre, où il n'y a pas de fenêtre. Tu vois des étagères, des classeurs, tu vois, ce genre de choses. Ça doit être aux archives, si personne de sa famille ne l'a récupéré. Bon, j'irai faire un tour après manger, alors vous avez raison. J'ai un petit peu faim. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos renseignements, Jessica. N'hésitez pas, monsieur Vallon, c'est toujours un grand plaisir. Merci. J'espère que vous trouverez un petit copain. Vous devez sûrement en avoir déjà, charmante comme vous êtes. C'est gentil. Si vous voulez pas de moi, tant pis, je trouverai quelqu'un d'autre.
Ah, vous savez, mon cœur est déjà pris. Malheureusement, je suis fidèle. C'est la plus belle des qualités. Je lui souris et je m'en vais vers le restaurant. Très bien, tu te rends dans l'espace, en effet, où vous mangez. Et il y a déjà pas mal de monde. Il y a d'ailleurs déjà des gens qui sont en train de, tu sais, avec leur cuillère, de taper dans leur bol de soupe. Quelques conversations, des gens tout seuls à table, d'autres qui sont en petits groupes. Ça dépend un petit peu les affinités de chacun. Puis il y a des gens qui préfèrent être seuls. Eh bien, j'ai probablement un ami avec qui je mange souvent, Hector. Hector, un bibliothécaire qui est aussi un historien, mais il a travaillé dans une grande bibliothèque parisienne. Il a été aussi dans sa jeunesse dans un CDI et il a fait des études d'histoire de l'art et c'est un puits de connaissances. Il radote un peu. Bon, il est un peu sénile comme nous tous. Et peut-être qu'il a des absences aussi. Il doit bien avoir 80 et quelques lui aussi. Hein. Il fait partie des seniors plus de la résidence. Et moi, j'aime bien manger avec lui parce que je suis pas forcément quelqu'un qui aime beaucoup raconter ma vie. Et comme lui, il aime beaucoup raconter la sienne, ça m'évite d'avoir à faire la conversation. Eh ben, écoute, actuellement, il est déjà installé. En effet, tu le repères. Il a une table de 6 personnes et il y a 2 autres personnes qui sont aussi à cette table. Il y a Arthur. Arthur, c'est un bon vivant. Il était boucher dans sa vie. Et il y a Élise qui est là aussi, qui a garé son fauteuil roulant sur le côté de cette table. Et tous les 3 sont déjà attablés. Eh bien, j'y vais moi aussi, un peu comme si il m'avait gardé une place, ce qui est probablement le cas en réalité. Et je vais m'asseoir avec eux. Est-ce que on se fait servir ou on va prendre notre plateau Non, j'imagine qu'on doit se faire servir. Vous vous faites servir, en effet. Il y a Arthur. Hey, ce bon vieux Henri. Comment vas-tu, Henri? Élise est célibataire, tu sais. Et il te fait un grand clin d'œil. Tu sais bien que mon cœur est déjà pris. Je te Allez, laisse. Henri. Quand même, à notre âge, si on n'en profite plus maintenant, quand est-ce qu'on va en profiter? Ouais, mais je sais pas quoi te dire, moi. Allez, Je- Henri. Assieds-toi, j'ai assieds-toi jamais- et dis rien, c'est pas grave. Allez. En plus, il paraît qu'on va avoir des... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Des huîtres, je crois, ce midi. Des huîtres. Eh ben, dis donc. Mais, bon appétit, hein. Vous parliez de quoi? Et Hector, il te fait signe. C'est surtout Arthur qui parlait un petit peu comme d'habitude. Hein. Ouais, tu veux pas nous raconter une histoire? Tiens, en plus, Élise, elle voudrait des informations, des histoires sur le Moyen-Orient. Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter? Le Moyen-Orient, c'était pas tout à fait mon secteur privilégié, mais on a réussi à collecter quelques ouvrages à la BNF qui sont de toute beauté, des ouvrages qui datent de 3 siècles, euh, des enluminures, enfin c'est magnifique. Je sais pas si peut-être que la maison pourrait nous organiser une sortie un de ces jours pour aller voir tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, ça serait génial, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Élise? Une Ah, petite sortie historique. on se tutoie déjà, Henri? Bon, bah, c'est ici, hein, on est tous vieux, on se tutoie tous, hein. Ah ben d'accord, très bien. Oui, oui, bien sûr, j'adorerais, peut-être pas autant qu'écouter vos histoires, mais j'adorerais, oui, c'est sûr. Ah bah l'un n'empêche pas l'autre, hein. On a du temps ici, hein. On n'a plus rien à faire vraiment, donc les sorties, les jeux entre amis, les soirées bingo, Et soirées Monopoly. Arthur, il reprend, non mais on n'a plus de temps, tu plaisantes, Henri, et nos emplois du temps sont surchargés, les ministres à côté de nous, c'est de la pacotille. On est occupé de 8 heures du matin à 21 heures le soir. On sait pas quoi faire. Rien à caser, pas possible. Tu veux dire que t'as trop de choses à faire ou que t'as pas assez de choses à faire?
Ah oui, trop de choses à faire. Oui, t'as raison. Ouais, je me suis un peu embrouillé. C'est cette soupe d'asperges là, ça me monte au cerveau. Ouais, moi je trouve que c'est plutôt cool personnellement, mais qu'est-ce qui te prend autant de temps? Et déjà les repas, les soins, les cours de yoga là, ça c'est pas possible. Ça 3 fois 1 heure par semaine. Est-ce que c'est bien nécessaire? Je t'assure que c'est pas mal, hein. Moi j'apprécie beaucoup hein, toutes ces histoires de yoga, hein. Je trouve que, regarde, ça nous maintient en forme. Ouais, ça nous ramollit. Moi je dis, c'était mieux dans le temps. Les arts martiaux là, ça au moins c'était des trucs de bonhomme. Bon, je suis sûr qu'on pourrait se débrouiller pour avoir des cours d'arts martiaux. Yoga, c'est un peu comme un art martial d'une certaine façon. C'est pas pour se combattre, mais ce côté spirituel. Moi, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux dans ma jeunesse et je trouve que ça ressemble pas mal, hein. Il te prend par surprise. Enfin, il essaye en tout cas. Il te fait une manchette. Il s'arrête à 10 centimètres de ton visage. Ah, tu l'as pas vu venir celle-là, hein? Ah, j'ai plus l'âge que j'avais avant, hein. J'ai plus les mêmes réflexes, hein, ça c'est sûr, hein. Mais bon, je l'avais vu venir quand même, mais je savais que t'allais pas aller jusqu'au bout, je te connais. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, je sais pas si je t'ai déjà raconté que j'ai joué avec Bébel. Avec Bébel. Ouais, Belmondo. À la grande époque, le Ah, professionnel. J'ai joué moi dans le professionnel. mais oui, je crois que je vois. Voilà, je me disais que j'avais déjà vu ta tête dans un film, et c'est celui-là. Ah, ouais. Il était comment? Il y a Hector qui soulève un petit peu les sourcils. C'était, c'était un type qui passe dans le bar. Il Ouais, applique. je vois. Élise, elle pouffe un petit peu sur son fauteuil. Une star, hein. Et il était comment, Belmondo? En vrai? Ah, Cador, il était incroyable, toujours à faire des blagues, un peu comme moi. On aurait pu être frères, je pense, Bébel et moi. Enfin, il est parti avant moi. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance, hein. Bon, je dis ça, j'en pense pas vraiment un mot, mais, mais ça a l'air de lui faire plaisir, donc bon. Bon, alors, ces huîtres, elles arrivent, je regarde un peu où en est le service. Je regarde l'heure parce que j'ai un rendez-vous. Les femmes et hommes de service viennent en effet s'enquérir de vos choix. Il y a 2 ou 3 choix pour chaque, pour l'entrée, le plat, le plat, la soupe, l'entrée, le plat et le dessert, qui sont adaptés au régime particulier des uns et des autres, évidemment. Et, et ce sont des noix de Saint-Jacques, ce ne sont pas des huîtres. Arthur s'était un petit peu trompé. Et en tout cas, voilà, le repas s'avance, vous rigolez un petit peu, vous devisez sur l'ancien temps, sur les douleurs actuelles, sur la maison de retraite, sur ce qu'Élise est en train de découvrir. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier pendant ce repas? Eh bien non, j'ai simplement une discussion cordiale. J'essaye plus de lancer Hector pour qu'il parle d'histoire que les autres. Éventuellement, j'essaye aussi de mettre à l'aise Élise, tu vois, qu'elle se sente un peu intégrée au groupe, étant donné qu'elle est nouvelle. Peut-être que je lui demande, Élise, et vous faisiez quoi comme métier? Vous étiez dans quelle branche? Les télécoms, j'ai travaillé toute ma vie dans les télécommunications. Vous savez, France Télécom. Enfin, à la fin, ça s'appelait plus comme ça, mais c'était passionnant. Hmm. France Télécom, et vous faisiez quoi concrètement dans les télécoms? Arthur, il te donne un petit coup de coude. Ouais, elle te dit pas tout. Allez, Élise, dis-lui ce que tu faisais. Oui, alors c'était, comment dire, vous savez, enfin, tu sais, je veux dire, Henri, quand il y a des gangsters ou des hommes politiques qui ont des problèmes ou euh, eh bien, la police peut les mettre sur écoute. Eh bien, moi, je travaillais dans ce service où on écoutait euh, les gens après les commissions rogatoires. Il fallait que, voilà, il y avait toute une procédure compliquée. C'était passionnant et j'enregistrais tout ça sur des énormes bandes qui faisaient peut-être 40 centimètres de diamètre dans des machines. Des anciennes machines, c'était. Après, elles ont été remplacées, bien sûr, par le numérique, tout ça, mais avant, c'était tout un processus vraiment passionnant à suivre. Il fallait être très rigoureuse.
Impressionnant, dis donc. Une agence secrète. Non, Presque. non, non, pas moi, non. N'y pensez pas, c'était juste... euh, j'étais juste une des petites mains de la République, comme on peut dire. Ouais, je- quand vous m'avez parlé de télécom, je m'imaginais quelque chose de simple, mais en fait, c'est quelque chose de sacrément impressionnant, hein, ce que tu nous racontes là. Pense donc, moi je n'ai pas voyagé dans ces pays étranges, mystérieux et pleins de dangers. Je suis toujours resté à Paris. Non, mais tu sais, c'était... Il y avait des bons moments, mais parfois, je me dis que j'ai vécu des choses tellement compliquées, tellement difficiles, que j'aurais peut-être préféré rester à Paris des fois. Je pense que il y a d'autres moyens de voyager. Les livres. Et je regarde vers Hector, je dis, tu vois, comme Hector, par exemple. Il a lu tellement de choses. Je pense qu'il a encore plus voyagé que moi au final. Il hoche la tête tout en continuant de manger ses noix de Saint-Jacques. Euh, et Elise, elle reprend. Et Henri, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aurais voulu échanger pour rien au monde? Je ne sais pas, un souvenir plus fort que les autres, parce que là, tu as l'impression enfin, tu donnes l'impression de regretter un petit peu d'avoir vécu tout ça. Bien, je me dis que j'ai servi mon pays du mieux que j'ai pu. Et même si dans mon métier, on ne sait pas tout, on obéit aux ordres, euh, j'ose espérer que tout ce que j'ai fait a profité aux Français, à mon pays et au monde. Alors que tu repenses en effet à tout ça, à avoir servi ton pays, tu te souviens de ce moment en 1998, dans ce salon de l'Élysée. Autour de toi, tous ces officiels, tous ces gens rassemblés. Le président de la République sur une estrade qui est en train de terminer un discours. Et puis sur un petit peu devant toi, un rang ou deux avant, tous ces hommes en costume, ces hommes jeunes, là, le crâne rasé, ils sont un peu en train de rigoler, ils se dandinent comme s'ils tenaient pas en place. On est début septembre et c'est la cérémonie de remise de la Légion d'honneur. Et il y a plein de caméras, plein de journalistes qui sont là. Et tu sais qu'ils sont là pour eux, pour cette troupe de 22 personnes, ces footballeurs de l'équipe de France de football, pour leur victoire, il y a 2 mois en Coupe du Monde. Et quelques instants plus tard, eh bien, Chirac passe dans les rangs et il t'épingle au revers de ta veste cette médaille. Il te serre la main. Merci pour ce que vous avez fait pour la France. Bravo, il te fait une petite accolade. Et puis il passe au suivant. Et même si tu as reçu les honneurs ce jour-là, tu étais un petit peu dans l'ombre de ces gens connus. C'est comme ça, hein, les vrais héros sont ceux qui font des choses pour le bien commun et qui restent dans l'ombre, je le sais. Et c'est pas forcément quelque chose qui m'a blessé ou j'ai jamais aspiré à la célébrité. Moi, je me suis engagé dans l'armée par vocation et pour réellement aider les gens, même si j'ai dû faire des choses dans ma vie que j'aurais aimé ne pas avoir à faire. J'ai eu confiance en mes supérieurs et même si au fond de moi, parfois je doute sur les bonnes intentions des uns et des autres, je fais peut-être un peu l'autruche en me disant que ce que j'ai fait a servi à faire le bien. Et quand le président Chirac m'a épinglé cette Légion d'honneur, cette médaille, j'étais fier, même si il y avait personne pour partager ça avec moi, mis à part mes collègues, mes frères d'armes, pour ceux qui ont survécu. C'était peut-être un des plus beaux moments de ma vie malgré tout. Une forme de reconnaissance qui n'était qu'un bout de métal, même si je n'étais pas à l'honneur. Moi, au fond de moi, je sais ce que j'ai fait pour mon pays. Après que tu aies reçu cette accolade,
Et cette médaille, la vision de nouveau s'estompe. Tu es dans cette salle de restaurant, mais il n'y a plus grand monde, il n'y a plus personne, tu es tout seul. Il y a un homme qui est en train de passer un balai-brosse. Je reprends mes esprits. Je balaye la salle du regard. Je regarde mon assiette. Ça a été débarrassé. Je me dis que j'ai encore une fois eu une absence et que elles se font de plus en plus communes. Je me dis que je risque de bientôt perdre complètement la raison et je me pose la question de est-ce que j'ai encore envie de faire quelque chose avant de quitter ce monde? Est-ce que j'aurais des regrets? Mais je pense à Layla, je m'imagine repartir peut-être pour essayer de la retrouver, même si j'ai essayé. Au moment de la guerre civile, j'ai essayé de la retrouver. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai rien. J'ai pas eu de nouvelles, j'ai pas eu d'informations. Et je me dis qu'aujourd'hui, j'ai plus rien à perdre. Est-ce que je prendrais pas un billet d'avion et je partirais pas là-bas? Je me demande si c'est sérieux de faire ça. Peut-être que je pourrais engager un auxiliaire pour m'accompagner, un guide, et retourner à cette bibliothèque, dans cette bibliothèque où on avait l'habitude de se laisser des mots. Peut-être qu'elle m'a même laissé un mot d'ailleurs. Je me pose cette question avant qu'il soit vraiment trop tard. Parce qu'en réalité, même si je regrette pas d'avoir servi mon pays, je regrette de l'avoir laissé. Je regrette de ne pas avoir pris le temps de vivre cette histoire. Au fond de moi, je crois pas qu'on puisse être loyal à son pays sans trahir son cœur. Il faut faire un choix. C'est l'un ou l'autre. C'est difficile d'avoir une famille et de lui montrer, de lui donner tout son amour, tout en ayant envie de servir son pays. Et j'ai eu ce choix, ce dilemme qui s'est présenté à moi et j'ai dû choisir. Et je me dis que si elle était devant moi, j'aimerais lui demander si elle me pardonnera un jour. Parce que moi, je me pardonne pas d'avoir fait ça. Mais je me demande si elle a encore envie, si elle a eu une belle vie, si elle a eu des enfants et c'est quoi ce bruit? T'as tout ça et t'as ce bruit qui, tu sais pas pourquoi, qui te vient à l'esprit. Un bruit de machine à coudre. C'est dans ma tête ou Ah, tu regardes autour de toi. Ah oui, c'est dans ta tête. D'ailleurs, il y a l'homme qui passait le balai-brosse Monsieur Vallon, ça va? Ça va? Vous êtes sorti de votre sieste? Oui. Vous voulez que Désolé. quelqu'un vous raccompagne à votre chambre ou au parc, peut-être, quelque chose? Je lève la main vers lui. Non, ça va, je vais m'en sortir. Merci, Roger. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous, en tout cas. Merci, c'était délicieux en tout cas. C'est gentil, je le dirai au cuisinier. Je me lève avec ma canne et je vais retourner dans ma chambre. Je vais retourner dans ma chambre. Je monte les escaliers avec peine et je me mets dans mon fauteuil face à la baie vitrée, face au balcon. Je reprends ce livre de poésie et je cherche la photo de Layla. Tu cherches cette photo de Leïla, tu es sûr qu'elle doit être dans ton livre, en effet, mais tu la vois pas, tu la trouves pas. Je la cherche un peu plus frénétiquement. Je prends le livre et je le secoue pour essayer de la faire tomber. Je me lève, je regarde dans ma table de nuit, dans mes tiroirs, je regarde partout. Dans ta table de nuit, il y a ces carnets, il y a ton petit carnet noir et puis tous les autres carnets que tu écris actuellement. T'as la Légion d'honneur, le coffret avec la Légion d'honneur aussi. Il y a les coupures de journaux aussi au-dessus de ta table de nuit.
Mais tu trouves pas cette photo? Fais-moi un petit test de recherche. Tu as un avantage 3D. Oh putain, j'ai fait un triple 6. Waouh. Waouh! En fouillant le tiroir de ta table de nuit, tu sais, c'est une table de nuit en bois et tu sais pas si elle est tombée ou si quelqu'un l'a glissée, mais en tout cas, il y a une photo qui est bien présente à l'arrière, dans l'interstice, juste derrière, tu sais, voilà, comme si elle avait été cachée ou qu'elle était tombée en dehors du tiroir lui-même. Il y a la photo d'une femme, en effet. Eh bien, j'imagine, je me dis que c'est la photo que j'ai perdue, je la prends et je la regarde. Tu la regardes, c'est pas du tout Leïla, c'est une femme d'une trentaine d'années à peu près, de type européen. Elle a la peau blanche, elle est en robe légère, ça doit être le plein été. Ça doit être à Paris, tu sais, elle est adossée à la rambarde en pierre de ce pont-là, tu sais, comment il s'appelle? Le pont avec les énormes lampadaires, les statues, la balustrade qui va du musée des Invalides jusqu'à la Concorde. Tu sais plus exactement. Enfin bref, et il y a cette femme souriante qui regarde l'objectif. Je regarde au dos de la photo, s'il n'y a pas écrit quelque chose. Si, oui, il y a eu, tout à fait, il y a une inscription au dos de la photo. C'est écrit pour Henri, et c'est signé Raymonde, 14 juillet 1964. Je suis un peu déboussolé, je connais pas cette personne. J'essaye de me concentrer. Je regarde cette femme, mais je me dis que je suis vraiment en train de perdre la boule. Est-ce que j'ai connu une Raymonde? J'entends ce bruit étrange. Et de nouveau les Une grattements machine. dans les canalisations, là, dans les conduits. Ouais, je prends vite ma lampe torche et je regrimpe là-bas. Je regarde dans les canalisations. Ok, fais-moi un petit test de physique. Des avantages, hein, encore. 8. Ah, pas mal. Tu grimpes rapidement alors en t'assurant, hein, sur le petit escabeau, tu braques ta lampe torche enfin, tu retires le couvercle, tu braques ta lampe torche dedans. Tu, tu, tu vois rien. Par contre, t'entends toujours ces grattements, t'as l'impression d'entendre des voix aussi. Une voix féminine, une voix masculine. Et elles disent quoi? C'est pas distinct, t'entends des... En plus, il y a ces grattements là qui sont pénibles, t'entends des bribes de mots. Vallon, Coury, Plessis. Des mots, des noms propres plutôt. Iran, attentat, exécution. Je redescends, je referme la VMC et je prends un petit calepin avec où on note les numéros par ordre alphabétique. Je regarde un contact à moi dans l'armée, quelqu'un que j'ai formé, j'étais son mentor, qui aujourd'hui est assez haut placé dans l'armée, et c'est un peu la seule personne qui veille sur moi, si je peux dire. C'est grâce à lui que je suis ici, c'est lui qui... je suis probablement peut-être sous sa tutelle d'ailleurs, parce que j'ai peut-être été désigné comme plus vraiment apte pour m'occuper de moi. Et même s'il n'est pas réellement de mon sang, c'est peut-être la seule personne que je considérais comme être de ma famille. Oui. Et on va l'appeler Hervé. Hervé, très bien. Et on a des téléphones dans notre Oui. dans notre chambre. Je vais composer ce numéro et je vais l'appeler. C'est un numéro en 01, en effet. Un fixe. Tu l'appelles. Une sonnerie, 2 sonneries, 3 sonneries, 4 sonneries. Ça décroche. Allô? Oui, allô? Allô? Hervé? C'est Henri. Ah, Henri, Henri. Oh, oui, oui, c'est Hervé. Comment ça va? Très bien, ça va très bien, tout va très bien ici. Oui, la famille, tout va très bien. Et, T'es pas... et, et, et- et vous, Henri, vous allez bien? Bien...
Je sais pas, j'ai l'impression que mon état se dégrade. Vous êtes oppressé? J'ai pas mal d'absence. Je me réveille dans des endroits où il y avait du monde et un instant après, je suis tout seul avec un mal de tête. J'entends des bruits, j'entends des gens parler, j'ai des flashs du passé, de moments parfois agréables, parfois difficiles. J'entends bien, Henri. Vous avez prévenu le personnel? Ça peut être grave, vous savez bien. Je sais, mais j'aurais un service à vous demander. J'aimerais que retourner dans un endroit avant de mourir. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? Oui, dites pas ça. Vous savez, à mon âge, la mort, on sait qu'elle arrive, on le sent. Et j'aimerais vraiment retourner là-bas une dernière fois. Et où est-ce que vous voudriez aller, Henri? Eh bien, j'aimerais retourner au Liban une dernière fois. Oui, le Liban, vous êtes sérieux? Vous savez ce qui se passe là-haut? Vous connaissez votre âge? Je sais bien, mais bon. Est-ce que vous pourriez m'organiser ça? Peut-être avec une personne qui pourrait s'occuper d'une personne âgée, qui connaîtrait les lieux pour minimiser les risques. Mais Écoutez, toujours Henri, ici. je vais en parler à Marie, mais ça me paraît, ça me paraît pas tout à fait raisonnable, mais on va en parler, vous en faites pas. En tout cas, je vous conseille vraiment de vous rapprocher du personnel. Vous savez ils font tout pour vous. Donc allez les voir. Vous m'inquiétez un petit peu. Oui, je vais aller les voir, mais s'il vous plaît, faites ça pour moi. Oui, vous en faites pas. Je vais voir ce qu'il est possible de faire. Merci. Merci beaucoup. Et je raccroche. Puis je reste dans mes pensées, me demandant est-ce que ça sert à quelque chose que je les prévienne ou pas. Et après, peut-être 5-10 minutes de questionnement, j'appuie sur le bouton. Enfin, en réalité, non, j'appuie même pas sur le bouton. Je vais me déplacer pour pas trop inquiéter non plus. Je vais me déplacer. D'ailleurs, je sais même pas si je suis censé j'imagine qu'il doit y avoir un genre d'accueil par elle pour s'occuper des patients. Il y a une petite officine à chaque étage, à chaque aile, où il y a toujours une infirmière qui est là au cas où, avec les produits, etc., qui sont entreposés. Eh bien, je vais je vais jusqu'à là-bas. Et quand j'arrive, je dis bonjour. J'ai l'impression que j'ai de plus en plus d'absence. Mais est-ce que ce serait possible de faire des examens un peu plus approfondis pour voir où j'en suis? C'est un homme qui est là, qui te regarde. Il a sa petite étiquette marquée Philippe sur sa veste, sur sa blouse. Il te regarde. Monsieur Vallon, Jessica vient d'appeler. Écoutez, entrez. Vous allez vous asseoir un instant, d'accord? Merci. Puis j'entre avec ma canne. Tu entres avec ta canne, tu sais cette odeur de médicaments tout autour de toi. Et puis il t'indique le fauteuil. Allongez, asseyez-vous ici, je vais vous allonger un petit peu. Je m'exécute, je m'allonge. Il se retourne, il va vers l'armoire à pharmacie. Il sort des produits. Tu peux me faire un petit test d'observation, tu as un avantage. Attends. Tu as un avantage. Ok, alors ça me fait 10. 10, c'est pas mal. Tu vois qu'il est en train de remplir, tu sais, il a pris un flacon, il a percé le couvercle avec une seringue, il est en train d'aspirer. Tu vois tu entends encore ces gros grattements d'ailleurs, ces couinements, là aussi dans les canalisations. Et puis sur le flacon qu'il a pris, c'est inscrit pain total. Et pas en total, je sais ce que ça veut dire. Ah ouais, tu te souviens très bien ce que c'est. Dans votre milieu, on appelle ça le sérum de vérité. Ça permet de faire parler les gens. Et c'est un peu inapproprié de donner ça à un vieux malade d'une maison de retraite, j'imagine.
Il y a le téléphone Euh, qui se met à sonner dans la pièce. Il continue à remplir d'une main, il décroche de l'autre. Il se je tourne suis, vers toi je suis Oui, oui, il attentif. est là. Oui, je l'ai pris en main. Très bien. Il raccroche. Avec ma canne, j'essaie de lui envoyer un coup dans la nuque quand il s'y attend pas. Ok. Tu Tu peux vois, me faire pour... un petit test de combat. Est-ce que tu... Non, sans avantage, mais sans désavantage. Tu as de beaux restes, mais pas non plus à ce point-là. 9. Oh, joli. Qu'est-ce que tu fais exactement? J'essaye de l'assommer, quoi. Je me dis que c'est un espion, qu'il en veut des renseignements que je pourrais avoir. Je vais pas me laisser faire, quoi. Ok, donc coup de canne sur la nuque ou la tempe peut-être. Ouais, c'est ça, c'est l'idée, tu vois, c'est un peu de l'assommer, de le prendre par surprise un peu, voyant que je me sens pas bien. Il s'était retourné pour finir de remplir sa seringue. Bam! Coup de canne sur la tempe. Il a glissé au sol. Il s'est effondré. Les flasques, les flacons, il a tout entraîné avec lui. Ça tombe au sol, ça se casse. Ça se brise en 1000 morceaux. Il y a une flaque de produit qui est en train de s'étendre en dessous de lui. Ok, je le fouille. Regarde s'il a pas des papiers, tu vois, étranges, qui seraient autres que Philippe, notamment, qui est le nom qui est indiqué sur son badge. Regarde ses papiers d'identité, portefeuille, téléphone portable, ce genre de Tu choses. commences à le fouiller. Il a son téléphone portable sur lui. Par contre, il n'a pas de papier d'identité, il a rien. Il semble, oui, pas avoir de portefeuille ni rien. Et tu commences à entendre des talons qui claquent dans le couloir. Ok, bon, ouais, j'essaye de sortir de là après avoir piqué son téléphone. Et puis, je le fouille rapidement vu que j'ai pas trop le temps. Mais je prends ce que je peux prendre. Tu sors de cette petite officine, tu es dans le couloir et tu vois que quelqu'un est en train d'arriver des escaliers. Les talons claquent dans les escaliers qui montent depuis le rez-de-chaussée. Ok, j'essaie de me cacher et malgré tout d'avoir peut-être un visuel sur qui va rentrer. Te cacher, ça va être compliqué. Tu es dans ce couloir, il y a peut-être derrière une bibliothèque. Peut-être je me cache dans tu vois, un renfoncement de porte là, comme il peut y avoir là, en me disant que je sais pas, je suis un peu persuadé que cette personne va rentrer dans l'officine et qu'elle fera pas forcément trop attention à moi, juste pour voir qui c'est, et à partir du moment où je la vois, peut-être que de l'extérieur, alors je sais pas si je peux faire ça, mais essayer de fermer la porte d'une manière ou d'une autre, une fois qu'elle est rentrée, qu'elle puisse plus ressortir tout de suite, tu vois. Écoute, tu vas me faire un test de se cacher, se dissimuler, avec avantage, parce que ça a été ton métier toute ta vie et t'es un petit peu ratatiné maintenant. Ok, alors 9 pour se cacher. C'est pas mal, ça marche. Tu te mets dans ce renfoncement de porte et apparemment Linda, parce que c'est elle, passe très rapidement, elle fait pas attention à toi. Elle rentre dans l'officine et elle commence à jurer, putain de merde. Et là, j'essaye de fermer, même grossièrement, que ça me laisse le temps de partir, qu'elle puisse plus ressortir. Tu vois, alors je sais pas comment est fait la poignée, mais j'essaye de bloquer, tu vois, avec peut-être un balai ou... Ça marche, tu prends peut-être une lampe de chevet, c'est ce genre de choses qui est sur l'étagère juste à côté, tu la mets dans la poignée, ça va empêcher d'ouvrir pendant quelques dizaines de secondes sans doute. Par contre, il y a, tu sais, cette petite fenêtre vitrée juste sur le côté, et elle regarde au sol. Philippe qui est allongé par terre, elle te regarde. Tu l'entends crier. Henri, arrêtez tout de suite. Vous êtes en danger. Henri, ouvrez cette porte. Je m'en vais. Ok, tu vas vers où? Il y a les escaliers pour descendre, l'ascenseur, les escaliers pour monter, ta chambre. Non, en fait, je veux partir de là, en fait. Je vais essayer d'aller vers le parking, en espérant que je sache encore un peu conduire. Je vais m'échapper de cet endroit et peut-être prendre le temps de réfléchir à la situation. Et tu descends par les escaliers donc. C'est ça. Toujours ces grattements à chaque fois que tu passes près d'une bouche d'aération, un petit peu partout. Tu descends
Tu arrives, tu entends une sonnerie sur ta gauche alors que tu passes devant une chambre qui a la porte ouverte. Tu es au rez-de-chaussée, tu es devant la chambre 8. Tu passes, tu vas vers le hall. Tu sais qu'il faut passer par le hall pour aller descendre au niveau du parking. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour être plus discret, pour ne pas passer devant l'accueil ou d'autres personnes, soit d'autres personnes du corps médical Il y a que 3 entrées-sorties à cette maison de retraite. Il y a le hall avec la porte tambour. Il y a le parking, mais il faut passer par le hall et prendre l'escalier qui descend au sous-sol, ou la porte du parc, tout au fond du parc. Mais normalement, elle est verrouillée. Ok. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la sonnette d'alarme. Je sais pas s'il y a un peu comme dans les lycées ou les collèges, là, c'est les boutons pour créer un moment de panique, que tout le monde sorte et que je puisse me camoufler et sortir de manière plus discrète. Tu peux tout à fait faire ça. Il y a en effet ces petits boutons qui sont un petit peu partout. Il faut appuyer assez fort et ça permet de déclencher une alarme en fait à l'incendie. Eh bien, je lance ça en fait, une alarme incendie. Et je prends un petit moment aussi pour regarder dans son téléphone. Appuie sur le bouton, l'alarme se déclenche et elle est tonitruante partout. Et tu sens qu'au moment où cette alarme se déclenche, t'as quelque chose qui te fait mal dans ta poitrine. Bah, je m'arrête, je me mets la main sur le cœur, je respire de plus en plus fort, j'ai l'impression que je m'étouffe et probablement que je lâche le téléphone que j'ai en main et j'essaye difficilement de rester debout, d'avancer, de continuer mon avancée, ma route vers une voiture. Avance, tu t'appuies sur les murs, tu vois qu'il y a du personnel qui t'a repéré. Il y a Jessica qui est pas très loin devant. Il est là! Elle crie, il est là! Bah, quand j'entends ça, j'essaye de me surpasser, de courir probablement que je tombe à terre en essayant de courir. J'essaye de me relever, je rampe au sol. Les gens du personnel sont en train d'arriver autour de toi. T'as l'impression qu'ils affluent de tous les sens à la fois, qu'ils se regroupent et tu es le centre de leur attention. Et ils te regardent d'en haut comme ça. Toi, t'es allongé au sol et t'as l'impression qu'ils ont des sourires carnassiers. J'essaye d'avancer, je dis rien. Même si j'ai l'impression que ça y est, la fin est arrivée, je vais me faire capturer par des ennemis. Peut-être que je suis devant les escaliers, allongé à moitié les bras vers les escaliers qui descendent et je continue et je glisse en me blessant probablement en descendant les escaliers. Tu ressens la douleur et tu ressens de nouveau cette sensation. Tu es dans cet hélicoptère de nouveau. Tu es agenouillé. Tu tiens un homme entre tes mains, un homme qui a des pieds coulés dans le béton. Et tu viens de recevoir l'ordre du colonel Journeau de pousser cet Algérien dans l'eau. C'est la même scène ou c'est une autre scène? C'est exactement la même scène. Et dans ta tête, il y a les horreurs des mois passés. Les visages frappés, les coups de feu qui claquent, les brûlures sur des membres. Il faut arracher des aveux à tout prix, il faut des noms. Il faut frapper fort, il faut saper leur résistance, il faut les rendre doux comme des agneaux. Tu n'en peux plus, ça éclate en toi. Et tu te vois saisir ton couteau, tu dois couper la sangle de Journeau. Et du même geste le pousser vers le vide. Tu vois son visage, alors qu'il chute vers la Méditerranée. C'est Journeau, le colonel, que tu as poussé, c'est pas cet Algérien. Qu'est-ce que tu ressens? Eh bien, peut-être de la honte. De la honte, mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir été moi-même. Je pense que cet Algérien méritait pas du tout de se faire tuer comme ça. Et je regarde mes autres collègues. Comment ils me regardent? Ils sont terrorisés par ce qui se passe. Et puis, les flashs s'enchaînent. Le cercueil de Journeau, le conseil de guerre, la peine réduite étant donné les ordres et le contexte complètement hors cadre légal
à ce moment de la guerre, le retour à la vie civile en 1963 comme fonctionnaire au ministère de la Culture à Paris, et ton mariage avec Raymonde le 10 janvier 1965. Votre fille Marie, née le 11 novembre 1966. Ton premier roman, Cèdre Noir, mettant en scène ton alter ego, Henri Vallon, attaché d'ambassade au Liban et agent secret. Et puis les autres romans qui sont enchaînés derrière. Les interviews, Bouillon de culture, le mariage de Marie, son premier enfant, le décès de Raymonde, la Légion d'honneur en 98, pour le rayonnement culturel de la France aux côtés des footballeurs. Et puis du flou, beaucoup de flou. Tu n'es pas ce meurtrier, tu n'es pas cet homme qui a certes servi son pays, mais qui a ôté la vie à des dizaines d'autres, qui a privé des femmes de leur mari, des enfants de leur père. Le seul homme que tu as tué, c'est celui qui t'ordonnait de tuer, une vie pour une vie. Tout ça est fugitif, tu sens déjà que ça commence à s'échapper, à retourner aux limbes de ta mémoire atrophiée. Tu sens les murs, les escaliers en dessous de toi, tu sens du monde, une piqûre peut-être, de l'adrénaline qui jaillit dans tes veines, mais qui ne suffira sans doute pas. Et puis, tout ceci est fugitif et tu sens que Leila est là, à moins que ce ne soit Raymonde. Toutes les deux se confondent. Tu retrouves ses yeux, cette silhouette, et elle te sourit. Ben, je pense que je suis dans un autre monde. Je sais pas si je suis en train de mourir ou si je suis en train de rêver, mais je la regarde, ses beaux yeux serpentins. J'essaye de lui parler. Je me dis, je suis désolé. Est-ce que ça va? Elle te tend la main, elle te tend la main. Toutes les deux se confondent, Raymonde, Leila. Est-ce que tu pourras me pardonner un jour de ce que je t'ai fait? C'est un sourire qui te répond. Un magnifique sourire. Je regarde sans trop dire de mots. J'essaie de comprendre où je suis. Au fond de moi, j'espère que je suis encore dans un de ces rêves et que je vais juste me réveiller dans mon lit et que tout ce qui s'est passé, c'est dans ma tête, même si j'en doute. La douleur est en train de s'apaiser. Je regarde autour de moi si je vois autre chose. Blanc. Or la silhouette de Leila Raymonde. Comment tu t'appelles? Comme tu le souhaiteras, mon chéri. Enfin, nous nous retrouvons. Où es-tu? Où est-ce qu'on va? Et elle te tend juste la main. Et le blanc envahit tout autour de toi. Et ta conscience s'estompe. Pour toujours, cette fois-ci.